Les pays du Sud global, particulièrement les pays africains, du fait de leurs relations avec les anciennes puissances coloniales, se sont vus imposer des modèles de gouvernance qui ne correspondent pas du tout à leur mode d'organisation sociale. Et je dois dire que nous-mêmes, Africains, nous avons cette responsabilité que nous avons mimé des modèles sans pouvoir aussi puiser dans notre substrat social, notre histoire, notre culture, parce que nous avons eu aussi des structures politiques, économiques et sociales qui auraient pu aussi nous inspirer. Bien avant d'être des États modernes, l'Afrique avait des nations, des communautés de personnes guidées par un désir de vivre ensemble. La promotion du dialogue, de la consultation, mais aussi de la recherche du consensus. Ces nations avaient leurs propres règles de vie communes qui structuraient la gestion de la cité à l'image de la charte de Kouroukanfouga de 1236 sous l'Empire du Mali et qui fixaient les valeurs fondamentales de ce qui sera appelé plus tard les droits de l'homme. Il y a beaucoup d'autres concepts d'organisation étatique dont nous aurons pu nous inspirer. Il y a aussi des royautés qui ont existé, il y a des modèles d'organisation traditionnelle africaine, il y a des modes de gestion, de gouvernance typiquement africains dont nous n'avons pas su tirer les leçons et les expériences nécessaires. C'est pourquoi même dans les pays comme le Mali, quand vous allez dans le pays profond, vous vous rendez compte qu'il y a des tensions entre avoir un maire et avoir un chef de village. Parce que dans beaucoup de cas, le chef de village a beaucoup plus de légitimité et beaucoup plus reconnu. Et aujourd'hui, avec le gouvernement de transition, il y a un effort important qui est fait même dans le cadre de la nouvelle constitution de faire en sorte de valoriser ces légitimités traditionnelles parce qu'elles ont des fonctions sociales, elles ont des fonctions politiques qu'il nous faut reconnaître, revaloriser et même restaurer. Je voudrais aussi me permettre une réflexion sur des questions de gouvernance de façon générale. Parce que la gouvernance, de mon point de vue, n'a de sens que s'il permet aussi de répondre aux besoins essentiels des populations. Les 3 ou 4 dernières décennies en Afrique nous ont vu évoluer vers des démocraties de façade, où nous avons des institutions, où nous organisons des élections. J'allais même dire que nous avons des démocraties électorales, parce que nous pensons que la démocratie se limite à l'organisation d'élections. Donc nous faisons cet exercice-là chaque 5 ans et on est tous très satisfaits de cela. Mais à mon avis, la démocratie, c'est vrai, c'est les libertés individuelles, les libertés collectives, mais c'est d'abord permettre aussi la satisfaction des besoins essentiels de la population. Et je pense que cet élément est extrêmement important à voir dans le modèle chinois. L'ambassadeur a indiqué tout à l'heure qu'une étude de l'institution Harvard a indiqué que 93% de la population est satisfaite de ce que les leaders font. Ils le font parce que la Chine a tiré des centaines de milliers de personnes de la pauvreté. Quelle est cette démocratie qui laisse la majorité de sa population sur la rue, affamée, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire? Je pense que c'est ça. Il nous faut améliorer notre gouvernance politique, notre gouvernance économique, mais comprendre qu'apporter de l'eau, la santé, les routes, l'éducation à nos populations, c'est ça aussi la démocratie de mon point de vue. Je voudrais, sans être un promoteur du modèle chinois, rappeler toujours les pensées d'un grand homme d'État de la Chine qui a indiqué que peu importe qu'un chat soit gris ou noir pourvu qu'il attrape une souris. Je pense que dans nos réflexions pour rechercher des modèles démocratiques, il faut qu'on cherche des modèles qui sont efficaces. Des modèles qui permettent à toute la population de se reconnaître dans ce que nous faisons, qui permet à notre population de participer, de se sentir comme acteur, d'être valorisé, d'avoir de l'argent dans leur poche, de se sentir soigné. Je pense que ça aussi c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui,
Quand nous regardons, même dans le débat avec beaucoup de pays occidentaux, la démocratie se limite à l'élection et à la question des droits de l'homme. Même là, il y a des sujets aussi qu'on peut discuter. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut discuter parce que dans beaucoup de ces pays, mais il y a des inégalités criardes. Il y a des gens dans ces pays dits développés qui vivent dans la misère abjecte dans ces pays. Vous voyez un des grands pays aujourd'hui qui donne des leçons à d'autres pays. Une personne a été tuée dans ce pays à cause de la couleur de sa peau. Pourtant, ce sont des gens qui donnent des leçons à d'autres. Donc, on doit être modeste, de comprendre que tout ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme, nous sommes tous dans un exercice d'apprentissage permanent. Un pays peut être en avance sur un point, l'autre pays peut être beaucoup plus loin que l'autre, mais ça, ce n'est pas lié au niveau de développement de ce pays. Et le modèle de démocratie ne peut pas être l'apanage d'un pays, d'un groupe de pays, d'une religion ou d'une communauté. C'est un bien commun de l'humanité. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on prenne des modèles de groupes spécifiques, parce que le modèle occidental, malheureusement, ce qu'on appelle même la mondialisation, en fait, c'est l'occidentalisation du monde qui a été appelée mondialisation. Parce que quand on regarde comment on peut parler de démocratie à l'intérieur du pays et ne pas parler de démocratie à l'échelle internationale ou de démocratisation des relations internationales et des institutions internationales. Parce que la grande majorité des populations du monde aujourd'hui ne vivent pas dans ce cercle fermé qui contrôle le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui contrôle la Banque mondiale, qui contrôle le Fonds monétaire international. Est-ce qu'on peut être promoteur de la démocratie dans son pays et ne pas être promoteur de la démocratie à l'échelle internationale, de comprendre que c'est un groupuscule qui décide aujourd'hui des questions du monde pendant que la démographie mondiale indique que les forces politiques, économiques et sociales dans beaucoup de pays du Sud constituent aujourd'hui la vaste majorité. Donc le système politique, comme le système économique mondial, n'est pas démocratique. Donc on ne peut pas être dans une schizophrénie et penser qu'on a des démocraties à l'intérieur de nos pays et qu'à l'extérieur on n'a pas ça. Et justement, pourquoi on est pauvre? On est pauvre parce qu'on n'a pas cette démocratie à l'échelle internationale où ceux qui contrôlent, la minorité qui contrôle ces institutions économiques sont organisées pour perpétuer la domination économique de nos pays. Ce qui fait que nos pays n'ont même pas la capacité d'exploiter nos ressources naturelles dans des conditions équitables pour permettre à une majorité de gens de pouvoir se sortir de la pauvreté. Donc je pense que dans vos réflexions, je souhaite que vous fassiez le lien entre la démocratie à l'interne et la démocratie au plan international. Si on ne lit pas les deux questions, je ne pense pas que nous pourrions avoir des États à une gouvernance efficace dans nos pays, et des États efficaces, des États capables de répondre aux préoccupations de nos populations, parce que l'absence de démocratie à l'échelle internationale crée des inégalités dans nos pays auxquelles nous ne pourrons pas répondre dans le long terme. Vous comprendrez aussi ainsi aussi pourquoi au moment où le Mali, sous le leadership du président de la transition, a décidé de s'approprier des solutions à ces défis en valorisant ses ressorts internes et en mettant la priorité sur notre souveraineté, nos choix, nos priorités, nos besoins. C'est justement en ce moment que nous recevons des réactions d'incompréhension, voire d'hostilité, de la part de certains partenaires qui voient désormais leur modèle de gouvernance érigé en modèle universel, entre guillemets, remis en question. C'est ainsi que des sujets comme les droits de l'homme, qui ne sont pourtant l'apanage d'aucun État, je l'ai indiqué tout à l'heure, sont instrumentalisés et politisés à des fins de déstabilisation. Ça, vous le voyez tous les jours ici au Mali. Dans leur détermination à s'affranchir des pressions multiformes qui continuent d'être exercées. Les Maliennes et les Maliens sont heureux et reconnaissants de pouvoir compter sur la compréhension et la solidarité de nombreux dirigeants et peuples épris des mêmes désirs d'affirmation de leur identité, de leur culture propre, de la réaffirmation de leur capacité à trouver en eux-mêmes
les leviers nécessaires au développement. Et parmi ces acteurs, nous pouvons compter naturellement la République populaire de Chine. Et je tiens aussi à souligner que dans le débat sur le modèle chinois, je souhaite que nos éminents experts dans leurs réflexions puissent aussi intégrer la dimension culturelle de la conception démocratique chinoise. Parce que aussi la culture nous permet de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, où nous partons et comment nous nous positionnons par rapport au reste du monde. Donc même la quête de notre modèle démocratique ne peut pas être faite en dehors de notre identité, de notre culture. Donc à mon avis, cette dimension culturelle est extrêmement... Comme la Chine et le Japon ont su devenir des puissances économiques, des puissances financières, des puissances technologiques, mais ce sont aussi des pays qui sont fortement ancrés dans leur culture. Il n'y a pas de contradiction. Notre jeunesse doit comprendre ça, parce que beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui pensent que notre culture, c'est le passé. Si tu veux être moderne, tu dois singer ce que les autres font. Non. Dans la rencontre du donner et du recevoir, il faut toujours venir avec quelque chose en poche. Si tu n'as pas ton identité, tu n'as pas quelque chose à amener, tu viens, les autres ne te respectent pas. Vous me permettrez maintenant de terminer en exprimant ma conviction que de vos échanges sortiront en tout cas un éclairage nouveau, qualitatif et pertinent, non seulement à l'analyse scientifique de la pluralité des modèles de gouvernance démocratique, mais aussi à la matérialisation de l'aspiration croissante de nos populations à écrire le narratif de leur propre destinée. À cet égard, je serai heureux avec mes collègues, notamment en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je crois avoir parlé au nom du ministre Amadou Keïta, qui quitte le ministère de l'enseignement supérieur pour le ministère des Mines, mais aussi du professeur Kansai, qui est le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, qui partage naturellement avec moi aujourd'hui cette responsabilité d'ouvrir ce colloque important. Donc sur ce, je voulais déclarer ouvert le colloque sur la démocratie populaire intégrale en vous remerciant encore une fois de votre aimable attention.